Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Ici Adnan Benchakroun, votre chroniqueur au micro de l'ODJ Média. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu compliqué, mais tellement stratégique pour notre pays et qui mérite qu'on prenne 2 minutes pour l'analyser ensemble. Les data centers qui dessinent la nouvelle carte du pouvoir mondial et le choix silencieux du Maroc. Pas de langue de bois, pas de jargon inutile, juste un regard critique, un peu d'ironie et l'envie d'ouvrir le débat. Alors allons-y. Commençons par un préambule pour constater que le monde change et que la puissance change de forme. Pendant des siècles, la puissance des États a été visible. Elle se mesurait en kilomètres de routes commerciales, en tonnes de marchandises, en barils de pétrole, en bases militaires. La géopolitique se lisait sur des cartes maritimes, dans des détroits, autour de ports fortifiés. Celui qui contrôlait les flux physiques contrôlait le monde. Puis, sans déclaration de guerre, sans sommet international fondateur, le centre de gravité a basculé. Aujourd'hui, la puissance ne se voit plus, elle se calcule, elle circule à la vitesse de la lumière, elle s'exerce dans des bâtiments discrets, sans fenêtres, parfois sans enseigne, les data centers. Ces centres de données sont devenus les nouvelles infrastructures critiques de notre époque. Ils ne transportent pas des marchandises, mais des décisions. Ils ne stockent pas seulement des fichiers, mais des capacités de calcul, des modèles d'intelligence artificielle, des choix automatisés qui influencent les marchés, les industries, parfois même les politiques publiques. Ce basculement est fondamental. Nous sommes passés d'un monde où la puissance dépendait du contrôle des routes physiques, à un monde où elle dépend du contrôle des flux numériques et de la capacité à les traiter plus vite que les autres. Dans ce nouveau paysage, les data centers jouent le même rôle que les ports en eau profonde ou les pipelines stratégiques au siècle dernier. Là où ils s'installent, ils redessinent les hiérarchies. Là où ils manquent, la dépendance s'installe. Le Maroc entre aujourd'hui dans cette géographie silencieuse de la puissance numérique, non pas comme un simple spectateur, mais comme un territoire convoité. Ce choix n'a pas été proclamé. Il s'est fait par les faits, par les investissements, par les implantations. Cette chronique raconte cette transformation. Non pas comme une success story technologique, mais comme une bascule stratégique. Car dans le monde qui vient, la question n'est plus seulement qui produit, mais qui calcule, où et pour qui. Oui, la géopolitique a toujours été une affaire de flux. Flux de marchandises hier, flux d'énergie ensuite, flux de données aujourd'hui. Ce changement ne remplace pas les anciens équilibres, il les surplombe, car désormais chaque port, chaque usine, chaque réseau électrique dépend aussi d'un flux invisible, celui de l'information traitée en temps réel. Les data centers sont devenus les ports de cette économie numérique. Ils organisent les échanges, stockent l'information, hébergent les plateformes, entraînent les intelligences artificielles. Ils sont les lieux où le monde numérique prend une forme matérielle. Mais comme pour les ports, tous les data centers ne sont pas égaux. Certains sont de simples points de passage. D'autres deviennent des nœuds stratégiques capables d'influencer des régions entières. Cette nouvelle carte du pouvoir n'est pas dessinée par des États seuls. Elle est coproduite par des acteurs privés globaux, des contraintes énergétiques, des choix technologiques et des arbitrages géopolitiques implicites. Ce qui compte désormais, ce n'est pas seulement d'être connecté, mais d'être bien positionné, à la bonne distance des marchés, avec une énergie fiable, dans un environnement stable, avec une capacité à absorber des infrastructures lourdes. C'est ainsi que certains territoires, longtemps considérés comme périphériques, deviennent centraux, et que d'autres, pourtant puissants historiquement, se retrouvent contraints par leurs propres limites. Les data centers ne sont donc pas neutres. Ils redessinent les rapports de force. Ils créent des dépendances nouvelles. Ils déplacent la souveraineté sans la nommer. Comprendre cette mutation est essentiel pour lire ce qui se joue aujourd'hui au Maroc. Car accueillir des data centers, ce n'est pas simplement attirer des investissements. C'est accepter d'entrer dans une chaîne de pouvoir mondiale avec ses règles, ses gagnants et ses angles morts. Alors voyons, où s'installent les data centers au Maroc? Une carte ne ment jamais longtemps.
Lorsqu'on observe l'implantation des data centers au Maroc, un schéma clair apparaît. Certains territoires attirent massivement, d'autres restent en marge malgré leur taille ou leur symbolique stratégique. Pourquoi le nord du royaume concentre-t-il l'essentiel des projets? Pourquoi cette proximité avec l'Europe, les câbles sous-marins et les grands axes énergétiques devient-elle déterminante? La réponse est rarement idéologique. Elle est technique, économique, parfois brutale. Un data center exige une électricité stable, continue, massive. Il exige une connectivité internationale sans faille. Il exige une maintenance permanente, une sécurité renforcée, une latence minimale. La géographie numérique est impitoyable. Elle ne récompense ni les slogans, ni les intentions. Elle récompense la cohérence. À l'inverse, certains territoires, pourtant vastes ou politiquement valorisés, cumulent les handicaps, éloignement des câbles, fragilité énergétique, coûts de connexion élevés, complexité logistique. Ce que révèle cette carte, c'est que le Maroc ne développe pas un réseau homogène de data centers. Il développe des points de concentration connectés à des flux internationaux, orientés vers des usages précis. Ce choix est rationnel, mais il n'est pas neutre. Il crée des déséquilibres territoriaux. Il renforce certaines dépendances externes. Et il conditionne, dès aujourd'hui, les usages numériques de demain. Lire la carte des data centers, c'est donc lire une stratégie qui ne dit pas son nom. Oui, effectivement, on parle beaucoup de Dakhla, Dakhla fascine. Dakhla projette une ambition. Dakhla incarne un récit, celui d'un Maroc tourné vers l'Afrique, vers l'Atlantique, vers l'avenir. Dans l'imaginaire géopolitique, Dakhla apparaît comme une évidence. Mais le numérique ne se nourrit pas d'imaginaire. Il se nourrit de contraintes très concrètes. Câbles sous-marins, électricité disponible, latence mesurable, capacité de refroidissement, sécurité opérationnelle. L'enquête révèle un décalage entre le récit médiatique et la faisabilité technique, entre la projection politique et les exigences du data center industriel. Cela ne signifie pas que Dakhla n'a aucun rôle à jouer dans la stratégie numérique du Maroc, mais cela signifie qu'elle ne peut pas jouer tous les rôles. Le danger n'est pas d'être ambitieux. Le danger est de vouloir plaquer un modèle universel sur des territoires qui appellent des spécialisations différentes. Le numérique punit l'approximation. Un data center mal positionné devient un actif coûteux, sous-utilisé, parfois abandonné. Dakhla pose donc une question essentielle qui dépasse son cas particulier. Le Maroc veut-il que chaque territoire raconte la même histoire numérique? Ou accepte-t-il l'idée d'une différenciation stratégique des espaces? Cette question reviendra tout au long de cette chronique, car elle est au cœur de toute géopolitique sérieuse. Attention de ne pas oublier Gibraltar qui devient le nouveau détroit stratégique du numérique. Pendant des siècles, Gibraltar a été un verrou maritime, un passage étroit par lequel transitaient flottes commerciales, empires coloniaux et rapports de force militaires. Celui qui contrôlait ce détroit contrôlait une partie du commerce mondial. Aujourd'hui, Gibraltar reste un point de passage stratégique, mais ce qui circule désormais n'est plus visible. Ce sont des données. Sous les eaux du détroit et le long des côtes marocaines, des câbles sous-marins à fibres optiques transportent une part massive du trafic numérique mondial. Ces câbles sont devenus les artères vitales du cloud, des plateformes numériques et de l'intelligence artificielle distribuée. Sans eux, l'économie numérique s'arrête. Le nord du Maroc se trouve à un endroit rare, à la jonction directe entre l'Europe et l'Afrique, à quelques kilomètres seulement des grands nœuds numériques européens. Cette proximité réduit la latence, améliore la performance et diminue les coûts d'exploitation des data centers. Dans le monde numérique, quelques millisecondes font parfois la différence entre un site marginal et un site stratégique. C'est cette réalité géographique qui explique l'intérêt croissant pour le nord du royaume. Pas un effet de mode, pas un hasard, mais un détroit est aussi une fragilité. Un point de concentration implique un risque systémique. Une panne majeure, une cyberattaque, une tension géopolitique ou un incident sous-marin peuvent avoir des effets en cascade bien au-delà du territoire marocain. En devenant un nœud numérique, le Maroc n'accueille pas seulement des infrastructures. Il hérite d'une responsabilité nouvelle, garantir la continuité de flux critiques pour d'autres économies. Gibraltar n'est donc plus seulement un symbole historique,
Il est devenu un choke point numérique. Et dans cette nouvelle géographie silencieuse, le Maroc n'est plus à la périphérie, il est désormais au centre. On se penche maintenant sur le vrai nerf de la guerre numérique, l'électricité. Un data center n'est pas d'abord une infrastructure numérique, c'est une infrastructure électrique. Derrière chaque serveur, chaque carte graphique, chaque calcul d'intelligence artificielle, il y a une consommation énergétique massive et continue. Les projets annoncés au Maroc évoquent des centaines de mégawatts, parfois des gigawatts entiers. Ces chiffres ne sont pas abstraits. Ils correspondent à des choix politiques et économiques très concrets. Allouer de l'électricité à un data center, c'est faire un arbitrage. Cette énergie ne sera pas utilisée ailleurs, ni pour l'industrie traditionnelle, ni pour l'agriculture, ni pour les usages domestiques. L'électricité devient ainsi un instrument central de politique industrielle. Le paradoxe du numérique est là. Plus il progresse, plus il redevient matériel. Loin de dématérialiser l'économie, les data centers la réancrent dans des ressources physiques rares, coûteuses et stratégiques. Au Maroc, cette question reste largement technicisée, rarement politisée. Pourtant, elle conditionne toute la trajectoire numérique du pays. Un territoire peut accueillir des data centers sans jamais devenir une puissance numérique s'il ne maîtrise pas l'allocation de son énergie. À l'inverse, un arbitrage assumé peut transformer une contrainte en levier stratégique. La question n'est donc pas seulement de produire plus d'électricité, elle est de savoir à qui cette électricité est destinée, pour quels usages et avec quelle contrepartie. Dans le monde qui vient, la souveraineté numérique commencera souvent par un compteur électrique. Certes, il y a électricité et électricité, il y a les renouvelables, alors sont-ils un avantage stratégique ou une simple illusion verte? Le récit est séduisant. Des data centers alimentés par le soleil et le vent, un numérique propre, durable, aligné avec les engagements climatiques. Le Maroc dispose d'un potentiel réel en énergie renouvelable. Solaire, éolien, projets structurants, cet atout est souvent mis en avant pour attirer les investisseurs du numérique et il est légitime. Mais la réalité opérationnelle est plus complexe. Un data center exige une alimentation électrique continue, stable, prévisible. Il ne peut pas attendre que le soleil se lève ou que le vent souffle. Derrière chaque promesse verte, il existe des systèmes de compensation, stockage, réseaux interconnectés, centrales de secours, parfois thermiques. Cela ne disqualifie pas les renouvelables, mais cela impose de la lucidité. Le risque est de construire un récit écologique sans regarder la réalité des flux énergétiques. Un data center présenté comme vert peut, en pratique, reposer largement sur des solutions carbonées en arrière-plan. L'illusion est alors double, environnementale et stratégique. La vraie question n'est donc pas de savoir si les renouvelables sont souhaitables. Elles le sont. La vraie question est de savoir comment elles sont intégrées, avec quelle transparence et pour quels usages prioritaires. Car le numérique durable n'est pas un slogan. C'est une architecture complexe, coûteuse et profondément politique. Oui, l'électricité, mais parlons un peu de l'EO, cette contrainte silencieuse du numérique. On parle beaucoup d'électricité, on parle beaucoup de données, on parle très peu de l'eau. Pourtant, refroidir des milliers de serveurs en fonctionnement permanent exige des volumes considérables. Dans de nombreux data centers, l'eau est aussi critique que l'énergie. Elle permet d'évacuer la chaleur, de maintenir les performances et d'éviter les pannes. Dans un pays soumis à un stress hydrique croissant, cette réalité change radicalement la lecture des projets numériques. Chaque nouveau data center pose une question simple, mais rarement formulée publiquement. D'où vient l'eau et à qui est-elle retirée? Le numérique n'est pas immatériel. Il entre en concurrence directe avec l'agriculture, les usages domestiques et les besoins urbains. Dans certains territoires, cette concurrence est déjà visible. Dans d'autres, elle est simplement différée. Les technologies de refroidissement évoluent. Air cooling, water cooling, solutions hybrides. Des progrès existent, mais aucun système n'est neutre. Tous ont un coût environnemental, financier ou énergétique. Ignorer cette dimension, c'est déplacer le problème dans le temps. La ressource hydrique devient ainsi l'un des véritables plafonds de croissance du numérique, particulièrement dans les régions arides ou semi-arides. Si l'électricité est le carburant du data center,
L'eau en est le régulateur. Et dans la géopolitique numérique, ce régulateur devient un facteur de décision stratégique. C'est le moment de se poser la question, mais que font réellement les data centers? Dans le débat public, les data centers sont souvent présentés comme un tout homogène, un bloc unique, supposé produire automatiquement de la valeur, de l'innovation et de la souveraineté numérique. Cette vision est trompeuse. Tous les data centers ne font pas la même chose. Et surtout, tous ne créent pas la même valeur stratégique pour le territoire qui les accueille. Certains centres de données ont une fonction principalement passive. Ils stockent des informations, répliquent des données venues d'ailleurs, servent de relais pour améliorer la résilience de plateformes globales. Ces data centers sont utiles, mais leur impact local est limité. Ils créent peu de compétences avancées et peu de contrôle stratégique. D'autres data centers hébergent des services cloud, des applications, des plateformes utilisées par des entreprises et des administrations. Leur valeur est plus élevée, mais leur gouvernance reste souvent externalisée. Le territoire hôte fournit l'infrastructure sans toujours maîtriser les usages. Enfin, il existe une catégorie beaucoup plus stratégique, les data centers orientés vers le calcul intensif et l'intelligence artificielle. Ce sont de véritables usines à décision. Ils entraînent des modèles, optimisent des processus industriels, simulent des scénarios complexes. Là se concentre la puissance réelle. Confondre ces fonctions, c'est se tromper de débat. Accueillir 10 data centers de réplication n'équivaut pas à accueillir un centre de calcul d'IA stratégique. Le nombre ne dit rien sans la fonction. La question centrale n'est donc pas combien de data centers, mais quel data center, pour quels usages et sous quelle gouvernance. C'est à ce niveau que se joue la création de valeur réelle, mais aussi la dépendance future. Maintenant, on doit se poser la question stratégique. Que veut devenir le Maroc sub-africain ou arrière-base européenne? Le discours officiel met souvent en avant l'Afrique. Un Maroc hub numérique continental reliant l'Europe et l'Afrique, servant de plateforme de services pour tout le continent. Cette ambition est forte et elle est légitime. Mais lorsque l'on observe les usages réels des data centers installés ou projetés, une autre réalité apparaît. La majorité des capacités vise d'abord les marchés européens, latence réduite, coûts d'exploitation compétitifs, cadre politique stable, accès à l'énergie. Le Maroc devient ainsi une extension géographique de l'infrastructure numérique européenne. Une arrière-base performante, proche, fiable, moins contrainte que le sol européen lui-même. Ce positionnement n'est ni honteux ni illogique, mais il doit être nommé, car servir l'Europe et structurer un écosystème africain ne produisent pas les mêmes effets. Les chaînes de valeur, les compétences mobilisées, les usages développés diffèrent profondément. Un data center conçu pour l'Europe optimise des flux existants. Un data center conçu pour l'Afrique devrait répondre à d'autres priorités. Connectivité régionale, services publics numériques, plateformes locales, inclusion numérique. Aujourd'hui, les deux logiques coexistent, mais elles ne sont pas équilibrées. L'export de capacités de calcul domine. La structuration d'usages africains reste marginale. Ce constat ne condamne rien, mais il pose une question stratégique simple. Le Maroc veut-il être un pont ou un centre? La réponse ne dépend pas des slogans. Elle dépend des usages réellement encouragés. Dans cette transformation ou cette mutation du pouvoir mondial, il y a désormais un nouveau arrivant, l'intelligence artificielle. Elle choisit ses territoires aussi pour le data center. L'intelligence artificielle est souvent présentée comme une technologie universelle accessible partout, déployable sans frontières. En réalité, l'IA est profondément géographique. Elle exige des ressources rares, une énergie abondante et stable, des infrastructures de calcul puissantes, des talents spécialisés, un cadre réglementaire prévisible. L'IA ne s'installe pas partout, elle sélectionne. Les territoires capables de réunir ces conditions deviennent des centres de décision. Ceux qui n'y parviennent pas deviennent des consommateurs de solutions conçues ailleurs. Dans cette logique, les data centers ne sont que la partie visible d'un écosystème beaucoup plus large. Sans ingénieurs, sans chercheurs, sans intégration industrielle, la puissance de calcul reste un outil d'export, pas un levier de transformation locale. Pour le Maroc,
L'enjeu est donc double. Accueillir des infrastructures d'IA est une opportunité. Mais sans politique de compétences, sans articulation avec les secteurs clés, santé, énergie, agriculture, industrie, cette opportunité peut se transformer en dépendance. L'IA crée une hiérarchie nouvelle entre les territoires. Elle récompense ceux qui savent l'ancrer dans leurs priorités nationales. Elle marginalise ceux qui se contentent de l'héberger. La question n'est pas de savoir si le Maroc aura de l'IA, il en aura. La question est de savoir qui la pilote et dans quel intérêt. Et là encore, le Maroc doit choisir son IA, une IA d'exportation ou IA de transformation locale. Ce choix configure la typologie des futurs data centers marocains. Formeur des modèles d'intelligence artificielle pour des clients étrangers n'est pas inutile. Cela génère des revenus, crée de l'emploi, intègre le Maroc dans les chaînes de valeur mondiales. Mais cela ne garantit en rien une maîtrise stratégique. Aujourd'hui, une grande partie de la puissance de calcul installée ou projetée au Maroc est destinée à des usages décidés ailleurs. Les modèles sont entraînés localement, mais les priorités, les données clés et les décisions finales échappent au territoire hôte. C'est là que se joue une distinction fondamentale. Une IA d'exportation optimise les processus des autres. Une IA locale transforme les siens. Développer une IA capable d'améliorer la gestion de l'eau, l'efficacité énergétique, la logistique, la santé ou l'agriculture suppose un autre type de gouvernance. Cela exige l'accès aux données stratégiques, la capacité de définir des objectifs nationaux et une continuité dans l'investissement. Sans cela, l'IA reste un service vendu, pas un levier de souveraineté. Le risque n'est pas technologique, il est politique, car un pays peut devenir très performant dans l'entraînement de modèles, sans jamais décider à quoi ils servent. Il peut héberger des capacités de calcul massives, sans jamais transformer ses propres priorités. L'enjeu pour le Maroc n'est donc pas de choisir entre ouverture et repli. Il est de définir clairement où l'IA doit servir l'export et où elle doit servir le pays. Cette ligne aujourd'hui reste floue, et dans le numérique, ce qui reste flou finit toujours par être décidé ailleurs. Je voudrais aussi soulever un grand malentendu, celui de la souveraineté des données. Dans le débat public, la souveraineté numérique est souvent résumée à une idée simple: stocker les données sur le territoire national. Cette idée est rassurante, mais elle est largement insuffisante, car stocker n'est pas gouverner. Un data center peut être physiquement situé au Maroc, tout en obéissant à des règles, des logiciels, des standards et des décisions prises ailleurs. Dans ce cas, la donnée est localisée, mais le pouvoir reste externalisé. La souveraineté réelle se joue à plusieurs niveaux. Qui décide des usages autorisés? Qui définit les priorités de traitement? Qui contrôle les algorithmes? Qui peut accéder aux données sensibles et dans quelles conditions? Sans réponse claire à ces questions, la souveraineté devient symbolique, un décor plus qu'un levier. Dans la majorité des architectures cloud mondiales, la gouvernance est intégrée aux plateformes. Les règles sont écrites dans le code, dans les contrats, dans les standards techniques. L'État hôte peut fournir le sol et l'énergie, mais il ne maîtrise pas nécessairement la chaîne de valeur. Pour le Maroc, l'enjeu est donc de dépasser le réflexe du stockage local. Certaines données doivent être protégées non seulement par leur localisation, mais par leur gouvernance. Données publiques, données stratégiques, données liées à la sécurité, à la santé ou aux infrastructures critiques. La souveraineté numérique n'est pas absolue. Elle est fonctionnelle. Elle consiste à identifier ce qui doit impérativement rester sous contrôle national et ce qui peut être externalisé sans risque majeur. Sans cette hiérarchisation, la souveraineté reste un mot. Avec elle, elle devient un outil. Je ne voudrais pas, dans cette chronique, de faire impasse une dérive invisible que sont les CoTS du cloud, ce nuage numérique que tout le monde utilise aujourd'hui. Le cloud est souvent présenté comme une solution d'optimisation. Moins d'investissements initiaux, plus de flexibilité, une capacité d'adaptation permanente. Mais derrière cette promesse se cache une réalité moins visible, l'explosion silencieuse des coûts. À mesure que les architectures se complexifient, multi-cloud, réplication géographique, sécurité renforcée, redondance, les factures augmentent.
souvent sans contrôle stratégique, souvent sans vision d'ensemble. Plus de data centers ne signifie pas nécessairement moins de coûts. Au contraire, la multiplication des sites peut entraîner une fragmentation des usages, des doublons, des surcoûts de gestion et de maintenance. Dans de nombreux pays, cette dérive est déjà observable dans les administrations, les entreprises publiques et les grandes organisations. Le cloud devient une dépense subie, pas un levier maîtrisé. La géographie joue ici un rôle clé. Héberger loin des usages réels augmente la latence, la réplication, les coûts réseau. Héberger sans gouvernance claire multiplie les outils, les fournisseurs et les dépendances. Pour le Maroc, l'enjeu est d'éviter un piège classique, devenir un territoire d'infrastructures puissantes, tout en laissant ses propres acteurs publics et privés payer le prix de la complexité. La maîtrise des coûts cloud n'est pas une question technique, c'est une question de gouvernance, de priorité et de lisibilité stratégique. Il y a aussi une autre frontière invisible, je parle du couple performance et distance. Dans le numérique, la performance ne se mesure pas seulement en puissance, elle se mesure en temps. Quelques millisecondes de latence peuvent transformer un service fluide en expérience frustrante. Elles peuvent rendre une application inutilisable, une IA inefficace, un système critique vulnérable. Plus un data center est éloigné de ses usages réels, plus cette latence s'accumule. Et plus les architectures doivent être complexifiées pour compenser cache, réplication, edge computing. La distance devient ainsi une frontière invisible, non cartographiée politiquement, mais décisive techniquement. Pour des services destinés à l'Europe, le Maroc bénéficie d'un avantage clair. Pour des services destinés aux citoyens marocains, aux administrations, aux industries locales, cette distance peut devenir un handicap si les infrastructures sont pensées avant tout pour l'export. La performancité est donc relative. Elle dépend de l'alignement entre localisation, usage et architecture. Ignorer cette réalité, c'est créer des systèmes coûteux, fragiles et parfois inadaptés aux besoins nationaux. Le numérique ne supprime pas la géographie. Il la rend plus subtile, mais tout aussi contraignante. Je ne peux pas terminer cette chronique sans penser à demain et à la prochaine rupture, le quantique. Alors que les data centers classiques et l'intelligence artificielle occupent déjà l'essentiel des débats, une autre rupture se profile à l'horizon, le calcul quantique. Le quantique ne remplacera pas le cloud. Il ne remplacera pas l'IA. Il ajoutera une couche nouvelle extrêmement puissante, mais rare et sélective. Les data centers quantiques ne ressembleront pas aux data centers actuels. Ils seront peu nombreux, extrêmement spécialisés, étroitement liés à la recherche, à la sécurité et aux industries stratégiques. Cette technologie introduit une nouvelle géopolitique. Peu de territoires auront accès à ces capacités. Ceux qui les maîtriseront disposeront d'un avantage décisif en cryptographie, en simulation, en optimisation. Pour le Maroc, l'enjeu n'est pas de construire demain un data center quantique industriel. Il est de se préparer, compétences, partenariats, anticipation des enjeux de cryptographie post-quantique. Dans le quantique, arriver tôt n'est pas tout. Arriver prêt est essentiel. Il est temps de conclure cette chronique et je voudrais finir par une perception temporaire et personnelle sur le choix silencieux du Maroc et des questions qui restent ouvertes. À travers les data centers, l'énergie, l'eau, l'IA et demain le quantique, une évidence s'impose. Le Maroc a déjà fait un choix. Il a choisi d'ouvrir son territoire à la puissance numérique mondiale. Il a choisi de devenir un nœud stratégique dans les flux de données internationaux. Il l'a fait sans grand discours, mais avec des décisions très concrètes. Ce choix n'est ni mauvais, ni naïf. Il est cohérent avec l'histoire du pays, avec sa géographie, avec sa tradition de carrefour. Mais ce choix a une limite. Et cette limite, aujourd'hui, n'est pas clairement assumée. Être un hub numérique n'implique pas automatiquement la souveraineté. Accueillir des infrastructures ne garantit pas le contrôle des usages. Héberger la puissance ne signifie pas la diriger. Le vrai enjeu pour le Maroc n'est donc plus d'attirer des data centers. Il est de définir à quelles conditions, quelles ressources sont négociables, quelles données sont sanctuarisées, quels usages doivent impérativement servir les priorités nationales. Dans le numérique, ne pas répondre à ces questions revient à laisser d'autres y répondre à votre place.
La puissance du XXIe siècle n'est pas seulement une question de technologie, c'est une question de choix et parfois de courage politique. Voilà, c'était votre chroniqueur Adnan Benchakroun au micro de l'ODJ Média. Je tenais absolument à partager avec vous ce sujet qui nous concerne tous avec la conviction que mes propos sont là pour ouvrir le débat, même s'ils peuvent être contredits demain ou paraître dépassés après-demain. C'est le jeu de la chronique, prendre position, quitte à se tromper, pour mieux avancer ensemble. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique, toujours avec la même liberté de ton et le même regard critique. À la prochaine si vous le voulez bien. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube LODJ24 pour ne rien rater. Vous êtes chaque jour plus nombreux à nous suivre et c'est ce qui donne tout son sens à cette aventure médiatique.